Une entreprise ne doit pas imposer son respect à ses équipes, elle doit l'inspirer, le construire et le mériter. C'est une très belle phrase et je crois qu'elle est de moi d'ailleurs, mais pourtant, avant 2020, j'étais complètement à côté de la plaque, notamment avec mes salariés. Les raisons, elles étaient multiples. Déjà, pas d'objectif fixé. Il n'existait même pas. On avait la politique du « on fera le mieux possible ». Aucune routine managériale, aucun point avec les salariés, pas de point régulier. Je pouvais en faire en février, après un mois de mai et un an plus tard, c'était pareil. Pas de jour de télétravail autorisé, évidemment. J'étais même sceptique quand ils étaient soi-disant malades. Ils étaient sûrement malades, mais j'étais sceptique à propos de ça. Et moi-même, je venais tous les jours au bureau, même quand j'étais fatigué, même quand j'étais malade, moi-même, de peur de paraître non exemplaire ou même paraître faible si j'étais absent. Et c'est dans ce contexte, en 2020, avec un petit Covid qui est passé par là et un confinement qui est arrivé, que je me suis beaucoup inquiété. Pour moi, c'était la panique totale. Je me suis dit, bon ok, les salariés, c'est sûr, personne ne va travailler. Tout le monde va penser qu'il est en vacances. Et du coup, les résultats, ils vont forcément s'effondrer. Et vraiment, aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment aberrant de penser comme ça. Il fallait donc absolument que je change de paradigme. Et du coup, pour la première fois, en 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai dû faire un pas de recul. Et je me suis servi de ce confinement et du fait d'être pour la première fois de ma vie chez moi, tranquille, pour réfléchir, de prendre enfin du coup ce recul et de dire « Ok mec, ton approche, elle est vraiment dégueulasse ». Et j'ai donc à ce moment-là déterminé 3 points clés. Ils sont cruciaux et j'ai dû passer beaucoup de temps pour les réfléchir, les déterminer et vraiment les marquer dans le marbre. Et du coup, j'ai profité de cet instant pour vous les partager. Le premier point, c'est vraiment le plus important. C'est normal, le premier point, c'est celui qui concerne les ressources humaines, donc vos équipes, les vrais gens, quoi. Le recrutement, l'onboarding, l'onboarding c'est l'accueil des collaborateurs, et du coup la formation continue. Il ne doit ici pas y avoir le moindre doute. Si un collaborateur n'est pas bon, c'est ma faute. Parce que je le répète, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et du coup, un bon recrutement, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Enfin, on va dire c'est même 2 choses principales. C'est déjà une bonne fiche de poste et un bon processus de recrutement. Une bonne fiche de poste, pourquoi? Pour éviter les erreurs de casting et les mauvaises surprises. Mais encore une fois, pas que de mon côté, également du côté du salarié. Dans une fiche de poste, qu'est-ce qu'on y met? On y met tout ce que le collaborateur ou la collaboratrice devra accomplir. On y met toutes les compétences que l'on attend et on y met tout ce qui concerne les avantages, le package, le salaire, la mutuelle, bref, vous mettez tout. Comme ça, je le répète, pas d'erreur de casting et pas de mauvaise surprise, que ce soit de votre côté, en tant que dirigeant, et du côté de vos salariés. Et enfin, et c'est le plus important, et c'est sûrement l'exercice le plus sous-coté, mais le plus difficile et le plus important quand on est dirigeant, c'est le recrutement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un vrai métier et qu'il y a des cabinets qui facturent des fortunes pour le faire. Mais quand on n'a pas les moyens de se payer ce genre de cabinet, et du coup on le fait soi-même. Et du coup je vais vous donner un petit processus qui est le nôtre. Déjà un premier appel, juste pour vérifier qu'il y a ce fameux culture fit qui peut se faire entre vous et la personne. Le culture fit, vous savez, c'est ce petit moment où on sait que ça va le faire. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand vous visitez un appartement, vous entrez dans l'appartement et au bout de 1 minute, vous savez si l'appartement vous plaît ou non. Personnellement, par exemple, j'en ai jamais fait, mais c'est même la même chose dans un date. Vous arrivez, vous commencez à discuter avec la personne, et là vous avez on va pas appeler ça ce culture fit, mais c'est ce je ne sais quoi, où vous dites, ok, je pense que ça peut le faire. Et bien là, c'est la même chose avec ce premier appel. C'est un premier appel qui permet de filtrer et qui permet de savoir s'il peut se passer quelque chose entre vous et la personne. Après, bien sûr, il va falloir pousser. Et là, vous allez faire un deuxième entretien, où là, vous allez vraiment pousser sur les compétences et vous allez pousser sur les expériences. Et encore une fois, vous allez imposer ce même exercice à votre interlocuteur, parce qu'encore une fois, un recrutement,
je reprends cette même analogie que le date, c'est que c'est une forme de séduction où vous devez plaire au collaborateur ou à la collaboratrice, et celle-ci doit également vous plaire. Et donc c'est ce moment-là où en fait chacun va du coup se jauger et du coup se séduire. Et je pourrais même vous dire qu'on peut même faire rencontrer la personne aux équipes, c'est-à-dire avec même dans un département dans lequel il n'aurait rien à voir, et vous pouvez même faire des calls de référence en appelant les anciens patrons, etc. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas, ça fait un petit peu des Gestapo, mais je le répète, s'il y a le moindre doute, il n'y a pas de doute. Mais le recrutement, du coup, c'est juste l'étape numéro 1. Et l'étape qui vient d'après, c'est l'onboarding, c'est-à-dire c'est le moment où on va accueillir le salarié. Pareil, c'est quelque chose qui est énormément sous-coté et dont on ne parle pas assez, alors que c'est essentiel. Tu t'imagines, toi, tu arrives quelque part, c'est ton premier jour, et là, personne ne sait qui t'es. Personne ne sait où tu dois t'installer, ton boss, il n'est même pas encore arrivé. Bref, c'est un vrai cauchemar. Donc, quand le nouveau salarié, il arrive, il doit sentir qu'il est attendu. Il doit sentir que son arrivée a été préparée. Il doit sentir que son arrivée compte. Et ça, c'est vraiment très important. Et tout ça, c'est, comme encore une fois, le diable se cache dans les détails. Et tout ça, c'est important. Il arrive, il a son matos qui est prêt. Il a son Mac, il a son ordi. On lui a déjà fait son agenda. Il a tous ses logiciels, il a tous ses logins, il a tous ses mots de passe. Il a son starter pack. Si vous voulez lui acheter un bonnet, un t-shirt ou que sais-je. Tout est prêt. Il sent que son arrivée, elle a été préparée à l'avance. Et là, il arrive quelque part et il sent du coup qu'il compte. Et du coup, ça va beaucoup compter pour lui. Et vous voyez, c'est même des petits détails. S'il arrive, il y a un petit déj qui est organisé avec les équipes, ou un déjeuner après qui est organisé avec les équipes, ou un apéro qui est organisé après avec les équipes. C'est pas grand-chose, mais voilà, tout ça, ça fait toute la différence. Et ça, en fait, cette leçon numéro 1 que je tire de ce premier point, c'est que si un collaborateur n'atteint pas ses objectifs, ben en fait, ça ne sert à rien de pointer du doigt. En fait, il faut juste déjà se regarder dans une glace et se dire que c'est sa responsabilité. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant et ça nous amène du coup au point numéro 2. Le point numéro 2, et pareil, il est essentiel, c'est d'avoir des objectifs clairement définis, avec des résultats clés liés, qui sont ambitieux mais atteignables, et du coup dont chacun est responsable. Ce que peut-être certains connaissent, c'est un peu le principe de la méthode des OKR, je vais la définir. La méthode des OKR, c'est quoi? Objectif and Key Result, c'est-à-dire objectif et résultat clé en français. C'est une méthode qui a été largement popularisée par des petites boîtes comme Google, Intel, enfin voilà, beaucoup de boîtes américaines et qui est vraiment très à la mode en France, beaucoup dans le milieu startup, mais ça commence à se développer depuis une dizaine d'années. Du coup, la méthode des OKR, c'est quoi? Vous allez voir, c'est très simple. En fait, c'est juste une méthode où les objectifs, ils sont co-construits entre la direction et leurs équipes et partagés à l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire, par exemple, encore une fois, vous allez chez Google, il y a un site interne chez Google où vous avez les objectifs de chaque département. Vous avez les objectifs avec la vision de Google elle-même, la vision de les objectifs de toute leur business unit, les objectifs de chaque département et les objectifs de chaque personne individuellement parlant. Tout ça, c'est encore une fois, c'est pas de la transparence pour mettre de la transparence, c'est juste que c'est important que tout ça soit partagé, assumé et du coup responsabilisé pour chacun. On doit du coup les suivre ensemble de manière hebdomadaire, donc ça reprend un peu les points qui étaient complètement absents de mes routines d'avant. Et du coup, la responsabilité, comme je le dis, elle est partagée et cela va forcément encourager une certaine émulation et une prise de décision et d'initiative par l'ensemble des équipes. La leçon numéro 2 là-dessus, pour ce deuxième point, c'est que si vous voulez que votre équipe elle regarde l'horloge, il n'y a pas de problème, vous leur imposez des heures. Mais si vous voulez qu'elle regarde les résultats, et je crois que c'est ce qui va vous intéresser, facile, vous lui donnez des objectifs et la liberté et la responsabilité pour pouvoir essayer de les atteindre. Parce qu'encore une fois, je rappelle le message de cette magnifique phrase dont j'ai introduit ce talk, qui est qu'une entreprise ne doit pas imposer son respect à ses équipes, elle doit l'inspirer, le construire et le mériter. Et du coup, ça nous amène aussi au troisième point, qui est tout aussi important. Alors attention, des noms un petit peu barbares, c'est-à-dire c'est installer une communication synchrone et asynchrone efficace dans votre entreprise. Pas de panique, je vais vous expliquer ce que c'est. Une communication synchrone, ça consiste en fait à échanger directement avec son interlocuteur.
Je te parle, tu me réponds du tac au tac, c'est une communication synchrone. C'est la communication qu'on a l'habitude d'avoir parce qu'on a toujours eu la culture du bureau, la culture de l'open space. J'ai une question à te poser sur un projet, je viens te voir, je viens te déranger, je te pose la question, tu me réponds et après je te dis ciao, tu peux te reconcentrer sur ce que tu étais en train de faire. Ça, c'est une communication synchrone. C'est le principe des réunions, c'est le principe des réponses par mail que l'on veut du tac au tac, c'est le principe des SMS, c'est le principe de WhatsApp, c'est le principe de beaucoup de choses. Moi, ce que je vais créer, alors sur la communication synchrone, je ne veux pas non plus la déboîter, ça reste quand même quelque chose d'important, et c'est juste qu'il va falloir, en fait, encore une fois, le cadrer avec des routines RH qui vont être pas trop nombreuses, mais du coup qui vont être hyper impactantes et hyper importantes. Chez nous, on en a deux. On leur a donné deux noms. Donc le premier, c'est le one-to-one, et le deuxième, c'est le point opérationnel, du coup, qui est lié aux OKR, ou qui est lié aux objectifs. Je vous expliquer, un one-to-one, en fait, c'est simple. C'est un moment privilégié entre un patron et son salarié pour déjà lui poser une seule question. Comment ça va? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu as des problèmes à me faire remonter? Est-ce que tu as des feedbacks positifs mais surtout négatifs à me faire remonter? Donc des feedbacks qui concernent la boîte, qui me concernent. Ça, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire le bouquin du PDG de Netflix qui donne beaucoup de bons tips là-dessus. En fait, sur cette culture de la responsabilité et la culture du feedback, c'est-à-dire comment donner un bon feedback et comment savoir recevoir un feedback. Et en fait, c'est clairement le but de ces fameux one-to-one qui, par exemple, chez nous, sont vraiment ultra structurés. Et en fait, chaque salarié a son one-to-one avec son N+1. J'irai même plus loin en disant qu'on a même nos one-to-one entre associés. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se passer une semaine sans qu'on se parle. Que ce soit un quart d'heure, une demi-heure ou trois quarts d'heure, c'est simple. C'est un moment, encore une fois, on se demande si tout va bien. Si on s'est noté des choses dans la semaine, des feedbacks à faire remonter, plutôt que de les donner à chaud quand on les a, eh ben on se les note quelque part et on utilise ce moment privilégié de communication synchrone pour pouvoir se les partager. Ainsi, on aura tout digéré et encore une fois, quand les choses sont dites à l'oral, ça change tout. Parce que si c'est dit sur Slack, par SMS, par WhatsApp ou par voice note, je sais que vous adorez les voice notes, etc., et ben ça peut toujours être mal interprété parce que c'est dit à chaud, qu'on n'y met pas les formes et que, encore une fois, on le dit de la mauvaise façon. Donc ça, les one-to-one, hyper important. Le deuxième point, parce que quand même on est quand même là pour parler résultats, c'est le point opérationnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on met des objectifs, des résultats clés à atteindre, il y a bien un moment, il va falloir les commenter. Donc déjà, avant de les commenter, il faut les traquer. C'est pour ça que chaque objectif est lié à des résultats clés qui sont chiffrables et mesurables. Le plus facile, c'est quel est notre chiffre d'affaires, quel est notre objectif de marge, quel est notre objectif de nombre de clients. Donc à ce moment-là, on se met avec le collaborateur qui est responsable de ce chiffre. Et là, c'est simple. On doit faire 100 ce trimestre-là. On est à la moitié du trimestre. Si on est au-dessus de 50, bravo. Comment je peux t'aider à faire mieux? Mais par contre, si on est en dessous, pourquoi? Comment l'expliquer? Comment je peux t'aider? Et quelles actions concrètes on va mettre en place tout de suite pour remédier à ce retard et pour pouvoir le redépasser et réussir à atteindre ses objectifs. Encore une fois, si on ne fait pas ces points, on ne se rend pas compte qu'on est en retard, on ne se rend pas compte de pourquoi on est en retard, et du coup, on ne met rien en face pour du coup l'améliorer. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait passer des gens qui sont bons et des gens qui peuvent être très bons. Et ça, ce sont des sujets qui sont primordiaux, encore une fois, et qui doivent absolument se gérer à l'oral, le one-to-one et le point OKR. Et ensuite, je vais quand même aller un petit peu plus vite, une communication du coup asynchrone, vous avez compris, c'est le contraire de la communication synchrone, c'est-à-dire c'est toute communication qui ne se fait pas en temps réel. C'est-à-dire, je t'écris sur Slack le vendredi, tu me réponds le lundi, je te fais un feedback sur ton suivi de projet le lundi, et du coup, tu me préviens le jeudi que du coup, tu as pris en compte mes feedbacks pour le faire. Et tout ça, en fait, ça sert aussi à une chose, c'est en fait de partager l'information de manière ouverte, large et délibérée, mais du coup, pas de manière intempestive et de manière du coup asynchrone pour en fait conserver ces tunnels de productivité. Encore une fois, on a mis en place des objectifs, donc tout le monde sait où il doit aller. Pas besoin de se faire interrompre toutes les 5 minutes. Et donc, c'est pour en fait conserver ces états, moi, des états que j'appelle des états de flow, c'est-à-dire c'est
c'est une expérience optimale, ça a dû forcément vous arriver, où pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous êtes full focus sur une tâche, un projet, et là, rien ne peut vous déranger. Et c'est pour ça que, évidemment, ce qui est bien, c'est d'enlever toute notification. Même moi, vous voyez, à part si vous êtes ma mère, vous ne pouvez pas m'appeler au téléphone, vous tomberez forcément sur mon répondeur qui vous dira « ça ne sert à rien de laisser un message, je ne les écoute pas. Si c'est important, tu m'envoies un SMS ou un WhatsApp et je te répondrai évidemment plus tard. » Donc moi, de mon côté, il fallait vraiment du coup changer de paradigme et c'est pour ça que j'ai vraiment acté sur ces 3 points. En fait, pour travailler dans un but précis, avec intensité, parce que ça c'est encore une fois très important, sans avoir peur, et du coup sans avoir peur d'être jugé pour autre chose que ses performances. Et vous savez quoi? Personnellement, on n'a jamais été aussi efficace en termes de résultats. On a renforcé notre culture d'entreprise, du coup qui est maintenant tournée vers les résultats et la performance, et du coup c'est une charge mentale en moins pour moi, et une charge mentale en moins pour les salariés. Cependant, je voudrais dire que la liberté et ce respect que l'on veut mériter, eh ben, il ne peut exister que dans un certain cadre et du coup dans un certain contrat de confiance. Par exemple, je peux vous dire que je ne suis pas forcément un grand supporter du 100% full remote. Vous savez, le 100% full remote, c'est ces entreprises qui n'ont plus de bureau, où tous les salariés sont chez eux, et du coup, comme ils travaillent de manière claire et définie, avec une communication synchrone et asynchrone, ils n'ont pas besoin de se voir et de ne pas être dans des bureaux. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Moi, j'adore venir au bureau, j'adore voir mes salariés, mais en fait, ce que je veux, c'est que du coup, ils soient libres d'y venir parce qu'ils ont envie d'y aller. Et du coup, ça paraît assez logique. Mais du coup, pour que cette liberté, elle soit synonyme vraiment de performance, bah, il va falloir mettre un peu de structure, et c'est pour ça que je vous ai énoncé ces 3 points. En fait, dans ce chaos qui est l'entrepreneuriat, j'espère que beaucoup d'entre vous pourront entreprendre et pourront se rendre compte en fait, du chaos que l'on vit, mes collègues CEO et moi-même, et du coup, de vraiment se rendre compte que la liberté, c'est important, mais la liberté, c'est pas l'anarchie. C'est comme dans une démocratie. Vous avez forcément besoin d'avoir des flics, vous avez forcément besoin d'avoir des lois, et tout ça, on peut s'en plaindre ou non, mais s'il n'y avait pas tout ça, ce serait l'anarchie, et ce serait un bazar monumental. En fait, c'est juste que tout ça doit être cadré avec des règles claires, justes et agiles. Je vous ai fait une petite citation là-dessus, c'est de dire que la liberté en entreprise, bah, c'est pas un open bar, même si je sais que vous devez adorer ça, c'est juste un cocktail finement dosé de confiance, de règles et de culture des résultats. Et du coup, je vais vous rappeler très vite fait les 3 points que j'ai énoncés. Du coup, vraiment axé sur les ressources humaines. Et vraiment, le recrutement, c'est vraiment l'exercice le plus important. Définir des objectifs et des résultats clés, c'est essentiel. Et du coup, mettre en place la bonne communication et les bons cadres pour que tout ça roule tout seul. Vous l'avez compris, ma transformation, elle a été radicale. Au premier confinement, mon inquiétude, c'était est-ce que mes employés vont vraiment travailler? Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de me poser la question? Parce que je vous le rappelle, une entreprise ne doit pas imposer son respect à ses équipes, elle doit l'inspirer, elle doit le construire et elle doit le mériter. Et nous, en tant que dirigeants, on se sent bien plus libre et c'est déjà pas mal. Merci à vous pour votre écoute.